Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 117e épisode de Finances fondamentales. Je suis bien heureux d'être avec vous ce matin pour vous faire la synthèse du livre d'Eric Jorgensen, écrit en 2022, qui s'intitule « L'almanach de Naval Ravikant ». Naval Ravikant, je le dis sûrement pas comme faux, c'est un entrepreneur, un investisseur en capital risque et un écrivain conférencier qui est connu pour son influence dans la sphère technologique de l'investissement. Il est né en Inde, déménagé aux États-Unis quand il était jeune, et il a cofondé AngelList, qui est une plateforme qui met en relation justement les startups et les investisseurs. Ravikant, c'est également un investisseur dans plusieurs startups à succès comme Twitter puis Uber. C'est surtout son approche philosophique de l'investissement puis de la vie qui a attiré une large audience, surtout grâce à ses réflexions sur le bonheur, la réussite et la sagesse. Au fil des ans, il est devenu une figure de proue dans le domaine de la technologie puis de l'investissement. Ses idées et ses conseils étaient recherchés par plusieurs entrepreneurs et investisseurs du monde entier. Pourquoi je vous fais sa bio? Parce que ce livre-là partage ses pensées sur la richesse et le bonheur qui m'ont vraiment surprise positivement et je ne le connaissais pas pantoute. Je vous partage donc celle-ci et certaines vous parleront peut-être plus que d'autres. La première pensée, c'est la richesse. Il dit lui-même qu'il aime penser que s'il perdait tout son argent et qu'on le larguait dans une rue perdue dans n'importe quel pays anglophone, dans 5 ou 10 ans, il serait à nouveau riche parce que c'est simplement une compétence qu'il a développée et que n'importe qui peut développer. Il dit de regarder la richesse, pas l'argent ou le statut. La richesse consiste à posséder des actifs qui vont générer des revenus pendant que vous dormez. L'argent, c'est la façon dont vous allez transformer le temps et la richesse. Donc, en gros, l'argent, c'est un produit de votre richesse, de vos actifs ou de votre temps parce que vous travaillez pour avoir de l'argent, alors que le statut, c'est votre place dans la hiérarchie sociale. Il dit que vous n'allez pas devenir riche en louant votre temps. Vous devez posséder des actifs, des actions, une entreprise, de l'immobilier pour acquérir votre liberté financière. Et ça fait un lien intéressant avec l'épisode 8 de Père riche, Père pauvre que je vous ai synthétisé. Il dit que vous allez devenir riche en donnant à la société ce qu'elle veut, mais ce qu'elle ne sait pas encore comment obtenir, et ce, à grande échelle. Tous les rendements dans la vie, que ce soit en richesse, en relation ou à connaissance, viennent des rendements composés. Et il dit d'apprendre à vendre, apprendre à construire une entreprise. Si vous pouvez faire les deux, vendre et être entrepreneur, vous allez être imbattable. Deuxième pensée, c'est le bonheur. Donc, la définition de Naval Ravikant continue d'évoluer pour le bonheur. Il croit que le bonheur, c'est vraiment un état par défaut. Donc, le bonheur est là lorsque vous enlevez le sentiment qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. En gros, quand vous apprenez à juste être heureux avec ce que vous avez. Il dit qu'on marche constamment en pensant « j'ai besoin de ça » ou « j'ai besoin de ceci » et on est piégé dans le filet des désirs. Le bonheur, c'est l'état où rien ne manque. Lorsqu'il ne manque rien, votre esprit se calme et cesse de se précipiter dans le passé ou le futur pour regretter quelque chose ou planifier quelque chose. Le bonheur, l'amour et la passion, ce ne sont pas des choses qu'on va trouver, ce sont des choix qu'on fait. Je répète cette phrase-là parce que je trouve qu'elle est marquante. Le bonheur, l'amour et la passion, ce n'est pas des choses qu'on va trouver, c'est des choix qu'on fait. Donc, je trouve que c'est très profond comme pensée. L'idée selon laquelle on va changer quelque chose dans le monde extérieur qui nous entoure, comme avoir une nouvelle voiture, et que ça va nous apporter la paix, la joie éternelle et le bonheur qu'on mérite, c'est une illusion fondamentale que l'auteur cite Naval Ravikant qui dit que c'est une illusion fondamentale qu'on souffre tous. Donc, on pense que de changer quelque chose dans le monde qui nous entoure va nous rendre heureux. Il dit que quand on est jeune, on a du temps, on a la santé, mais on n'a pas d'argent. Quand on a un âge moyen, trentaine, quarantaine, on a de l'argent, on a la santé, mais on n'a plus de temps. Et quand on est vieux, on a de l'argent, on a du temps, mais on n'a plus la santé. Donc pour lui, le triplé consiste à obtenir les trois en même temps. Pas être trop vieux, être en santé et avoir de l'argent. Au moment où les gens réalisent qu'ils ont assez d'argent, souvent, ils ont perdu leur temps et leur santé.
Il dit donc de ne pas se concentrer seulement sur le fait d'avoir plus d'argent, mais également d'avoir plus de temps et de conserver sa santé. Troisième pensée de Naval Ravikant, c'est l'apprentissage. Donc, il parle d'abord d'acquérir une connaissance spécifique. Il dit qu'une connaissance spécifique, c'est une connaissance pour laquelle vous ne pouvez pas être formé. Si la société peut vous former, elle peut former quelqu'un d'autre et vous remplacer. La connaissance spécifique va se trouver en poursuivant votre curiosité et votre passion véritable plutôt que ce qui est en vogue en ce moment. Développer une connaissance spécifique va vous sembler être un jeu pour vous, mais va sembler être du travail pour les autres. Il dit de devenir en gros le meilleur au monde dans ce que vous faites. Pour lui, la technologie démocratise la consommation, donc c'est facile de consommer, peu importe où on est sur la planète, mais consolide la production. Donc la meilleure personne au monde dans n'importe quel domaine peut le faire pour tout le monde. Et le meilleur exemple, c'est Apple. Donc partout sur la planète, cette technologie-là peut être consommée. Tout le monde peut avoir un téléphone, un iPhone, mais la production est consolidée dans très peu de joueurs. Donc, on n'a plus beaucoup de producteurs de téléphones. On se rend compte qu'Apple est un très gros joueur. Donc, la consommation est démocratisée, mais la production est consolidée auprès de quelques joueurs seulement. Naval Ravikant ajoute que la connaissance spécifique ne peut pas être enseignée, mais elle peut être apprise. Et enfin, il dit que personne ne peut rivaliser avec vous en tant que vous-même. La plupart de la vie, selon lui, c'est une recherche de qui et de quoi a le plus besoin de vous. Donc, vous êtes unique dans votre compétence. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, c'est qu'elle offre des FNB indiciels comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. Il aborde ensuite l'apprentissage et les fondamentaux. Donc pour lui, la compétence la plus importante pour devenir riche, c'est de devenir un apprenant perpétuel, donc de toujours être en train d'apprendre. Il dit que de savoir vous exprimer simplement en utilisant des mots ordinaires est bien plus important que de savoir écrire de la poésie, d'avoir un vocabulaire étendu ou de parler 7 langues étrangères différentes. Donc, ça revient un petit peu à l'exemple que je pourrais faire avec le sport aussi. Donc, si vous voulez être le meilleur dans un sport pour gagner votre vie avec ça, c'est sûr que vous allez vous concentrer sur un seul sport et pas sur 10 sports différents. Il ajoute que savoir être persuasif en parlant est bien plus important que d'être un expert en marketing numérique ou un optimisateur de clics. Il dit que les fondations sont essentielles et c'est bien mieux d'être à 9 sur 10 ou 10 sur 10 sur les fondations que d'essayer de se plonger profondément dans différentes choses puis être 7 sur 10 dans plein de choses. Donc, en gros, il dit de se concentrer sur les fondamentaux comme s'exprimer adéquatement, être capable de vendre, etc. Si je reviens avec un exemple de sport qui est mon autre passion après les finances et l'enseignement, donc vous voulez développer les habiletés motrices globales, donc courir, sauter, lancer, attraper, avant d'apprendre des habiletés spécifiques comme le service slicé au tennis, c'est pas mal plus utile dans plusieurs contextes pour le temps que vous allez investir. Donc vous allez utiliser beaucoup plus courir, sauter, lancer dans différents sports que vous allez utiliser le service slicé, même si vous passez 10 000 heures à pratiquer votre service slicé. Il termine cette section-là, cette pensée-là sur l'apprentissage en disant « Lisez ce que vous aimez jusqu'à ce que vous aimiez lire ». Quatrième pensée, c'est le Single Player Mode. Donc ça, c'est mon côté gamer un peu, là, donc le mode mono-joueur, donc jouer seul. En gros, ce qu'il dit, c'est de faire soi-même et jouer à des jeux qui sont solo. Donc les vrais gagnants sont ceux qui vont sortir complètement du jeu, qui ne jouent pas au même jeu que les autres, qui dépassent le jeu. Ce sont ceux qui ont un tel contrôle mental interne, une telle conscience de soi qu'ils n'ont pas besoin de rien ou de personne. Aujourd'hui, on pense généralement qu'on obtient la paix en résolvant tous nos problèmes externes, mais les problèmes externes sont illimités.
La seule façon d'obtenir réellement la paix intérieure, selon l'auteur, c'est d'abandonner cette idée de problème. Parmi les choses que le Naval Ravikant essaie d'éliminer, il y a le mot « devrait ». Chaque fois que le mot « devrait » surgit dans son esprit, il dit que c'est de la culpabilité ou de la programmation sociale. Faire quelque chose parce qu'on devrait le faire signifie essentiellement qu'on ne veut pas vraiment faire cette chose-là. Il dit que ça fait juste nous rendre misérables, donc il essaie vraiment d'éliminer autant que possible le mot « devrait » de sa vie. Exemple, je devrais aller à une soirée avec ces amis-là. Si tu dis « je devrais », c'est parce que ça ne te tente pas vraiment. Il dit qu'on compétitionne purement dans des jeux multijoueurs, mais qu'en réalité, la vie, c'est un jeu solo. Vous naissez seul, vous allez mourir seul. C'est un peu dramatique, mais je vous ramène ses propos. Il dit qu'en 3 générations, vous allez disparaître et personne ne va se soucier de vous. Donc, vos enfants vont se rappeler de vous, vos petits-enfants vont se rappeler de vous, probablement, j'espère, mais après ça, vous allez probablement disparaître et une fois que vos petits-enfants vont décéder plus tard, il n'y a plus personne qui va parler de vous, à moins que vous ayez fait des choses exceptionnelles, mais là, on fait partie de la plèbe, vous et moi, je pense pas qu'il y ait grand monde qui va se rappeler de nous dans 100 ans. Il ajoute qu'avant qu'on naisse, il n'y a personne qui se souciait de nous non plus, donc tout se fait en solo. Quand on se rend compte comment on est insignifiant dans l'histoire de la vie, c'est là qu'on peut commencer à travailler sur sa paix intérieure en se disant que de toute façon, il n'y a rien qui est si grave que ça. Je répète cette phrase-là aussi. Quand on se rend compte comment on est insignifiant dans l'histoire de la vie, on peut commencer vraiment à travailler sur sa paix intérieure en se disant que de toute façon, il n'y a rien qui est si grave. Cette phrase-là m'a marqué parce que j'ai un collègue ami qui m'avait dit quand j'étais au doctorat, donc je présentais pour une première fois un congrès international anglophone, donc j'étais en Espagne, devant une cinquantaine de scientifiques chevronnés, j'étais un peu stressé, et il m'avait dit « C'est-tu si grave si tu te plantes? C'est quoi la pire chose qui peut arriver si tu te plantes? » Puis là, je me disais, ils vont me poser des questions, ils vont me ramasser, mais après ça, c'est terminé, je reviens chez nous, ma fille est là, ma conjointe est là, j'ai une belle vie, des amis, tout va bien, c'est-tu si grave? Non. Donc, depuis ce temps-là, je me dis toujours, quand il y a des choses qui vont mal, j'essaie de me les dire, là, je suis pas meilleur que personne. Il faut vraiment que ce soit une pensée active, ça se fait pas tout seul. Mais quand il arrive des trucs difficiles, je me dis, hey, ces trucs difficiles-là, sur l'échelle mondiale de la vie de l'être humain, c'est-tu si important? Non. Mais ça me fait quand même chier là, quand ma douche coule et tout ça, mais j'essaie de me dire, regarde, c'est pas si grave que ça. C'est du travail, mais je pense que quand on en prend conscience, on est un petit peu plus zen avec le day-to-day. L'auteur continue en disant que c'est peut-être une des raisons pour laquelle le yoga et la méditation, c'est difficile à maintenir parce qu'ils n'ont aucune valeur extrinsèque. Ça va rien apporter à ton monde externe que tu fasses du yoga, de la méditation. Il n'y a personne qui va t'admirer nécessairement. Il dit que c'est des jeux qui sont purement solo, donc qui sont pour ta paix intérieure. C'est peut-être pour ça que j'ai de la misère avec la méditation. Je le sais pas trop. Et là, il continue avec quelque chose d'intéressant, puis c'est ce que j'ai entendu sur un podcast aussi de Morgan Housel, de Morgan Housel Podcast, qui ramenait les propos de Naval Ravikant. Il dit qu'un jour, il a réalisé qu'avec toutes les personnes, toutes les personnes dont il était jaloux, il ne pouvait pas simplement choisir certains aspects de leur vie. Il ne pouvait pas dire « Ah, je veux son corps, je veux son argent, je veux sa personnalité ». Vous devez être cette personne à part entière. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je suis jaloux de Brad Pitt à cause que c'est un acteur connu, puis il est riche, puis il est beau ». Vous devez être Brad Pitt au complet. Vous ne pouvez pas juste jalouser des parties d'une personne. Voulez-vous réellement être cette personne avec toutes ses réactions, ses désirs, sa famille, son niveau de bonheur, sa vision de la vie, son image de soi, ses croyances religieuses? Si vous n'êtes pas prêt à faire un échange complet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à 100% avec cette personne-là, alors il n'y a aucun intérêt à être jaloux. Une fois, l'auteur dit que, Naval Ravikant dit qu'une fois qu'il a réalisé ça, toute sa jalousie a disparu parce qu'il voulait être personne d'autre. Il disait qu'il était parfaitement heureux d'être lui-même. Encore une fois, il y a beaucoup de liens à faire avec ma vie personnelle, mais je fais des liens avec, j'ai des collègues scientifiques, des professeurs à l'université qui sont très, très travaillants, qui sont reconnus internationalement, puis souvent je me dis, my God, qui sont efficaces. J'aimerais ça être comme ça, être efficace comme ça, être reconnu comme ça à l'international, mais c'est une partie de leur travail que je jalouse. Il y a d'autres parties de leur travail que je voudrais pas. Il y a d'autres parties de leur personne que je voudrais pas. C'est des personnes exceptionnelles, mais est-ce que j'échangerais ma famille pour la leur? Est-ce que j'échangerais mes amis pour les leurs? Est-ce que j'échangerais
mes habiletés motrices pour les là, tout ça. Donc, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Et quand je me dis ça après, je me dis, ben, t'as pas à être jaloux de leur succès. Mais en fait, je suis même pas jaloux de leur succès, c'est plutôt que j'aimerais avoir le même succès qu'eux. C'est peut-être de la jalousie ou de l'envie ou je sais pas trop, du désir. Mais bref, une fois que je me rends compte de ça, je me dis, ben non, c'est juste des choix. J'ai fait le choix d'avoir des enfants pendant mes études au doctorat, donc c'est sûr que j'ai moins développé l'aspect professionnel ou scientifique de mon portfolio, mais c'est des choix que j'ai faits, puis je suis très heureux avec ces choix-là. Donc, il faut vraiment, là, vous vous dites, est-ce que j'échangerais à part entière ma vie pour la sienne? Il y a peut-être des gens qu'on se dirait oui, c'est quand même impossible de le faire, donc vous pouvez jalouser 3-4 personnes, mais dans votre entourage, là, je pense pas qu'il y ait des gens que c'est si simple de se dire qu'on voudrait changer entièrement notre vie avec la leur. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. This episode is brought to you by Nerds Gummy Clusters, the sweet treat that always elevates the vibe. With a sweet gummy surrounded with tangy, crunchy nerds, every bite of Nerds Gummy Clusters brings you a whole new world of flavor. Whether it's game night, on the way to a concert, or kicking back with your crew, unleash your senses with Nerds Gummy Clusters. Il continue en disant, en répétant un petit peu là, qu'on va mourir un jour, puis il n'y a rien de tout ça qui va avoir de l'importance. Il dit donc d'en profiter, faites quelque chose de positif, donnez de l'amour, rendez les gens heureux autour de vous, riez et appréciez surtout les moments de qualité. Une autre phrase intéressante, j'avais dit qu'il y avait des pensées là, qui partaient un petit peu dans toutes les directions aujourd'hui, mais il dit que quand tout le monde est malade, on ne considère plus ça comme une maladie. Et il fait référence aux écrans, aux dettes, à la surconsommation. Donc pour lui, ces éléments-là, c'est vraiment des fléaux là, dans notre société. Et enfin, toujours dans le jeu solo, là, le single player mode, quand vous voulez vraiment changer, l'auteur dit, vous avez juste à changer. Mais en fait, la plupart d'entre nous, on ne veut pas vraiment changer parce qu'on ne veut pas endurer la douleur et l'inconfort temporaire du changement. Enfin, dernière pensée de Naval Ravikant, c'est toutes les autres pensées inspirantes que j'ai retenues du livre. La première, c'est se concentrer sur les efforts. Il dit que 99% des efforts sont gaspillés, mais que c'est très difficile d'identifier le 1% restant sur lequel on devrait s'investir totalement. Il dit que l'année où il a généré le plus de richesse pour lui-même, c'était en fait l'année où il a le moins travaillé parce qu'il se souciait le moins de son avenir. Il faisait surtout des choses pour le simple plaisir de les faire. Il disait essentiellement aux gens, j'étais à la retraite, je travaille pas, puis ensuite, il y avait le temps pour n'importe quel projet qui avait plus de valeur pour lui, et en faisant les choses pour lui-même, il les faisait le mieux qu'il pouvait, c'était ce qu'il faisait de mieux en fait. Il dit que les semaines de travail de 40 heures sont un vestige de l'ère industrielle. Les travailleurs du savoir vont fonctionner comme des athlètes, s'entraîner et sprinter, puis se reposer et réévaluer la situation. Donc, le message à retenir ici, c'est de ne pas travailler pour travailler. Ça va dépendre de votre job, bien sûr. Il y a des jobs qu'il faut travailler pour travailler. Mais moi, ça m'a fait réfléchir dans mon travail de dire, je me présente, exemple, moi, je commence à 7h30 le matin puis je partais à 4. Pourquoi j'avais cette routine-là de toujours 7h30 à 4 alors que j'ai un travail qui est très intellectuel puis je ne suis pas toujours dans un mode d'écrire des articles scientifiques. Donc, j'ai appris à modeler mon horaire puis sans ressentir de la culpabilité. Donc, avant, si je n'étais pas assis de 7h30 à 4, on dirait que je me sentais coupable, ma journée n'était pas efficace. Alors qu'il y a des journées, je vais travailler 3 heures, mais ça va équivaloir 12 heures de travail que j'aurais été assis au bureau. Et il y en a d'autres que je pourrais être assis pendant 8 heures ou 9 heures, puis que ça équivaut à 1 heure ou 1h30 bien placé. Donc maintenant, j'essaie d'apprendre les moments où je suis inspiré. Je vais travailler des demandes de subventions, des articles scientifiques, la programmation de mes cours, mais il y a des moments que mon cerveau n'est pas prêt à ça. Donc dans ces moments-là, je fais des tâches plus robotiques, on va dire, ou je vais jouer au tennis, je vais courir, je m'entraîne, je lis des livres. Donc ça me permet vraiment, des fois, de faire des semaines de 25 heures qui en valent 60, et des fois faire des semaines de 60 qui en valent 60, et des fois faire des semaines de 60 qui en valent 20. Donc vraiment, j'essaie de m'améliorer là-dedans, d'identifier les moments où je suis plus efficace, les journées que je suis plus efficace, les heures que je suis plus, pour concentrer mon travail important dans ces moments-là
et autour de ça, d'essayer d'éviter les heures de travail inefficaces où finalement j'ai travaillé 4 heures, mais j'ai travaillé une bonne heure, alors que j'aurais pu mettre ces 3 heures-là à lire des livres, travailler sur le podcast, m'entraîner ou profiter de la vie. Une autre pensée de l'auteur, c'est l'honnêteté. Donc, il dit que Richard Freeman a dit, de façon célèbre, « Vous ne devriez jamais tromper quelqu'un et vous êtes la personne la plus facile à tromper. Le moment où vous mentez à quelqu'un, vous vous êtes menti à vous-même et après ça, vous allez commencer à croire votre propre mensonge, ce qui va vous déconnecter de la réalité et va vous amener sur une mauvaise voie. » L'auteur parle ensuite de décision, donc il y a une pensée par rapport aux décisions, puis il dit que c'est très, très, très important de dire oui à des décisions durables uniquement lorsqu'on est sûr de notre choix. Il parle notamment de créer une entreprise. Créer une entreprise, ça peut prendre 10 ans, donc réfléchissez avant de dire oui. Même chose avec votre relation amoureuse, donc ça peut être 5 ans et plus, donc réfléchissez bien avant de dire oui aux enfants ou au mariage. Déménager dans une autre ville, ça peut durer 10-20 ans, donc réfléchissez en gros avant de dire oui à des décisions importantes. Il souligne par contre aussi de ne pas vous prendre trop au sérieux. Il dit qu'on est tous des singes avec un plan. 2 autres petites pensées en rafale. La première, la chose la plus difficile, c'est pas de faire ce que vous voulez, c'est de savoir ce que vous voulez. Et enfin, pour terminer, la colère est sa propre punition. Une personne en colère essayant de vous pousser la tête sous l'eau se noie en même temps. Il imagine aussi la colère comme une personne qui veut lancer une roche brûlante à quelqu'un, elle va se brûler la main avant de lancer la roche. En conclusion, sur les 4 livres que j'ai lus durant ma semaine à Punta Cana à l'été 2024, c'est vraiment celui qui m'a le plus captivé entre le tennis, le surf, le volleyball puis les games de cribs à la plage et les mojitos. Pourtant, je l'ai apporté de reculons comme backup si jamais j'avais lu les 3 autres plus vite, là, qui étaient plus directement liés aux finances, ce qui a été le cas. Là, j'ai lu les 3 premiers en 4 jours, donc j'ai eu le temps de lire celui-ci en dernier et c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. Sans connaître Naval Ravikant, j'ai apprécié l'approche un peu plus philosophique du livre sur la richesse et le bonheur, même si je ne suis pas quelqu'un de très philosophe à la base. Bien sûr, il y a certaines parties que je ne suis pas d'accord avec, puis c'est bien correct. Par exemple, quand il dit de pas faire rien qui nous rend pas heureux. Donc lui, il a genre crissé son camp là, d'une soirée parce qu'il voulait juste plus être là dans une soirée de famille. Moi, je respecte un peu plus les normes sociales que ça, là. Mais ce genre de gars-là, c'est noir ou blanc, mais ça fait quand même réfléchir. J'espère qu'il y a certaines citations qui vont quand même vous avoir inspiré, même si tout n'est pas lié aux finances, et que le ton, c'est plus une lecture de citations. Donc, j'espère que ça ne vous aura pas trop déplu. Je voulais pas trop me positionner sur les citations parce que je pense que chacun va les interpréter à sa façon, sur les différentes pensées aussi, et chacun va leur donner du sens selon son contexte et son histoire. Donc, je me suis positionné à quelques fois avec mes histoires personnelles, mais j'espère qu'il y a certaines pensées ou certaines citations qui vont vous avoir fait réfléchir. Le key point, qu'est-ce que je retiens? La citation qui m'a le plus marqué, c'est que le bonheur, c'est un état par défaut. Quand on accepte qu'il nous manque rien et qu'on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et ça, l'argent ne peut pas l'acheter parce que l'argent permet de combler des désirs infinis. Je crois vraiment être de plus en plus en mesure d'apprécier ce que j'ai depuis quelques années sans m'attendre toujours à plus et je dois avouer que ça fait vraiment du bien sur ma zénitude. Vous voyez, mes 2-3 méditations dans la dernière année m'ont quand même appris à maîtriser le mot zénitude. La semaine prochaine, je réponds à des questions des personnes auditrices et ce jeudi, 3 autres titres sur ma liste de surveillance, soit Adobe ADBE, Dorchester Minerals DMLP et Deckers Outdoor Corporation DECK. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.